Nick Kyrgios va-t-il boire la pression comme la bière contre Novak Djokovic en finale à Wimbledon? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide des passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner parce que bien évidemment nous allons revenir sur la fin du Grand Chelem britannique. Déjà rendons à César ce qui appartient à César. Pour cette introduction, je remercie Romain pour son petit jeu de mots dans le live de ce vendredi soir qui m'a donné l'inspiration pour cette petite accroche. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons décrypter la finale de Wimbledon 2022 qui opposera Novak Djokovic à Nick Kyrgios. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître les clés tactiques de cette rencontre et bien évidemment notre pronostic. On commence tout de suite avec Novak Djokovic, triple tenant du titre à Wimbledon, sachant que le Serbe sera bel et bien au rendez-vous pour faire la passe de 4, lui qui n'a plus perdu dans le Grand Chelem britannique depuis son abandon contre Thomas Berdych en quart de finale en 2017, qui n'a plus perdu tout court si on enlève cet abandon contre Sam Querrey en 2016 et surtout qui est invaincu sur le Center Court depuis sa déconvenue en finale en 2013 contre Andy Murray. En 2022, c'est 23 victoires pour 5 défaites, c'est des défaites contre Vesely, Davidovich Fokina, Rublev, Alcaraz ainsi que Nadal. Un titre à Rome par rapport à son historique sur gazon. À l'entame de Wimbledon, c'était 102 victoires pour 18 défaites. Et à Wimbledon, avant cette édition 2022, 79 victoires pour 10 défaites. Au niveau de son parcours, pour celui-ci en finale, il a dû se défaire de Kwon, Kokkinakis, Kekmanovic, les 3K, comme on les appelle. En huitième de finale, Van Rijthoven, en quart, Yannick Sinner et en demi-finale, Cameron Norrie. Il a passé en tout 15 heures et 2 minutes sur les courts et a concédé 5 sets. Un contre Kwon, un contre Van Rijthoven, deux contre Sinner et un contre Cameron Norrie. Je ne vais rien t'apprendre en te disant que Novak Djokovic a le jeu parfait pour briller sur gazon. Il a un excellent rapport poids-taille, il se déplace merveilleusement bien sur cette surface, il vole, on a l'impression qu'il glisse sur le gazon. Après, par rapport à son style de jeu, il a une qualité de relance exceptionnelle, il arrive à trouver de la profondeur, à gêner vraiment les serveurs, même les gros serveurs, ce qui fait que c'est un avantage quand même considérable sur cette surface. Il arrive à annihiler les forces de ses adversaires. Après également son service qu'il a su peaufiner au fil des années, notamment avec l'apport de Goran Ivanisevic, sa deuxième balle très slicée qui lui permet d'avoir énormément de points gratuits. Après, dans le fond de jeu, coup droit, revers, c'est également très solide de la part de Novak Djokovic. Pour ce tournoi, il a eu une montée en puissance progressive, c'est normal, il n'avait plus joué sur gazon depuis sa finale contre Matteo Berrettini en 2021. Donc forcément, il y a quelques phases de rodage. On l'a vu dans son premier tour contre Kwon où il était un petit peu trop raide sur ses jambes. Il n'avait pas encore son jeu de jambes du gazon parce qu'on sait qu'il y a un centre de gravité beaucoup plus bas, la balle rebondissant moins. Donc il faut être un petit peu plus fléchi sur ses jambes. Là, il était trop tendu par rapport à son bas du corps. Il a su vraiment corriger le tir contre Kokkinakis et contre Kekmanovic, contre Van Rijthoven. C'était un match un petit peu particulier, sachant que le Néerlandais était en feu. Il n'avait pas perdu sur gazon, sur le circuit principal. Il arrivait vraiment sûr de ses forces, avec son service, son revers slicé, son jeu très agressif. Ça a un petit peu dérangé Novak Djokovic, qui a perdu un set, le second. Et derrière, il a parfaitement réussi à lire le service de son adversaire et il s'est imposé facilement. En quart de finale contre Yannick Sinner, il nous a fait 2 sets où il était un petit peu absent. C'est vrai que c'est toujours compliqué de lire Novak Djokovic, c'est quelqu'un de très peu lisible, on en parlait en live, mais on ne sait pas pourquoi il a ces sauts d'humeur où des fois il est totalement absent d'un match avant de revenir, de remettre un peu plus d'intensité. C'est exactement ce qu'il a fait contre l'Italien et contre Cameron Norrie, où dans le premier set il n'y est pas du tout, il se prend 6-2 face à un Britannique qui joue crânement sa chance, qui va changer de direction avec son jeu si atypique de gaucher, avec un revers très tendu, un coup droit un petit peu plus lifté, il va gêner quand même son adversaire et son service également de gaucher. Mais pour revenir un petit peu sur ça, on a du mal, depuis son grand comeback à Wimbledon 2018, à lire Novak Djokovic. Il est capable d'avoir un tournoi poussif et de sortir des masterclass comme sa finale à l'Open d'Australie 2021. Et à l'inverse, il est capable, contre des joueurs qu'il doit largement dominer, d'être absent pendant 1 ou 2 sets où il n'y a rien qui passe, on le sent presque blessé. Encore une fois, excuse-moi Alex, mais on avait exactement cette impression à sa finale de Wimbledon 2019 sur 2 sets contre Roger Federer. C'est un petit peu pareil de ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques 2021 où vraiment il surclasse tous ses adversaires jusqu'à Zverev, il le surclasse dans le premier set et finalement il va finir par perdre. Un petit peu pareil aux ATP Finals de cette même année, voire à l'US Open où la finale, forcément il y avait la pression, mais il se prend 3 petits sets. On n'arrive pas du tout à savoir dans quel état d'esprit il est, on n'arrive pas forcément à le jauger dans un tournoi. Et là, ça a été exactement pareil contre Yannick Sinner et Cameron Norrie où
dès le troisième set contre l'Italien, on a vu qu'il allait remettre de l'intensité et jamais on ne l'a vu perdre ce match. Mais ça peut lui coûter cher quand même, ces petits égarements. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vrai que ça peut être préjudiciable pour la suite. Après, Novak Djokovic a su profiter d'un tableau dégagé. Et si on va un petit peu plus loin, les 8 derniers demi-finalistes qu'il a joués en Grand Chelem, Djokovic, ce sont Bautista Agut, Federer, Tsitsipas, Karatsev, Nadal, Shapovalov, Zverev et Norrie. Les 3 derniers demi-finalistes à Wimbledon qu'il a joués, c'est Bautista Agut, Shapovalov et Norrie. Si on compare par exemple à Rafael Nadal, les 3 derniers demi-finalistes qu'il a joués ou qu'il devait jouer, c'était Djokovic, Federer et Kyrgios. Donc c'est pas du tout du même acabit. Donc certes, le Serbe est triple tenant du titre, mais à chaque fois, il a su profiter quand même de tableaux dégagés parce que si on va plus loin, sur les 4 éditions de Wimbledon, 2018, 2019, 2021 et 2022, il n'aura joué que 4 top 10, Nadal, Anderson, Federer et Berrettini. Et pour comparer, Rafael Nadal, rien qu'à l'édition 2022 de Roland Garros, il a dû jouer 4 top 10 à la suite. En 2022, c'est 3 victoires pour 3 défaites contre des membres du top 10. Donc ça rejoint un petit peu le débat dont on parlait par rapport au fait que finalement le Serbe manque peut-être un petit peu cette saison de match référence contre des top players. On l'a vu contre Alcaraz qui est peut-être son meilleur match, qu'il perd au couteau. Mais derrière ça a été plus compliqué et c'est également dû au fait qu'il n'ait pas pu jouer partout avec cette histoire de vaccin. C'est sa 32e finale en Grand Chelem où il visera un 21e titre. Il n'a perdu qu'une seule fois en finale à Wimbledon en 2013, c'était contre Andy Murray en 3 petits sets. Mais c'est aussi expliqué par le fait qu'il avait disputé une demi-finale éreintante contre Juan Martín del Potro en 5-7. De l'autre côté du filet, on retrouvera Nick Kyrgios, le joueur australien de 27 ans, disputera sa première finale en majeur, là où il a fait ses premiers faits d'armes avec ce quart de finale à Wimbledon en 2014 où il est notamment sorti Rafael Nadal. En 2022, c'est 24 victoires pour 7 défaites, 3 demi-finales à Houston, Stuttgart et Halle. Sur gazon, à l'entame de Wimbledon, 31 victoires, 18 défaites, dont 7 victoires pour 3 défaites en 2022, un forfait contre Bautista Agut et des défaites contre Jurkacz et Murray. Au niveau de son parcours, il a dû sortir Djoub, Krajinovic, Tsitsipas, Nakashima, Garin et a profité du forfait de Rafael Nadal en demi-finale. Il a passé en tout 13 heures et 12 minutes sur les cours et comme Novak Djokovic, il a concédé 5 sets, 2 contre Djoub, 2 contre Nakashima, 1 contre Tsitsipas. C'est vrai que ce qui a peut-être lancé cette saison 2022 pour Kyrgios, c'est son titre à l'Open d'Australie en double aux côtés de Thanasi Kokkinakis, gagné un grand chelem, certes en double, mais chez lui, ça donne quand même de la confiance pour la suite, même s'il n'a pas joué partout. Pour une fois, il a fait une très bonne préparation sur gazon avec le demi-finale et ce forfait contre Bautista Agut. Et pour rappel, dans ce Wimbledon, il ne gagnera aucun point, comme Novak Djokovic qui descendra à la 7e place mondiale, mais par contre, il aura beaucoup d'argent. Et c'est vrai que son parcours, c'est un petit peu à l'image du personnage, avec des hauts et des bas, où il est capable de sortir un très très gros niveau, notamment son match contre Krajinovic, qui est une masterclass de sa part, et après avoir des matchs un petit peu plus laborieux contre Djoub, contre Nakashima, où des fois on se demande s'il a vraiment envie de jouer. Il balance complètement le 4e set contre l'Américain avant de se reprendre. Il perd les 8 premiers points aussi de la rencontre contre Cristian Garin. Avec cette histoire d'épaule, on pensait qu'il était cuit physiquement pour derrière s'imposer en 3-7. Il est vraiment totalement imprévisible. On a un Novak Djokovic très peu lisible par rapport à son comportement et son attitude, mais en face, on a un joueur imprévisible. Après, on n'oubliera pas ces frasques et cette dramaturgie contre Stefanos Tsitsipas où il y a eu du spectacle avec beaucoup de clash entre les deux joueurs. Kyrgios qui demande la disqualification de son adversaire par rapport au fait qu'il ait lancé une balle dans le public. Il faudra également rajouter que Novak Djokovic a su profiter d'un tableau dégagé. Nick Kyrgios, lui, il a su profiter du Covid de Matteo Berrettini ainsi que du forfait de Rafael Nadal. Libéric l'a mis dans des conditions parfaites en déclarant forfait assez tôt pour qu'il ait un jour de plus pour préparer sa finale. Le jeu de Kyrgios, il est fait pour le gazon avec un énorme service, un très bon coup droit, une grande créativité également où il est capable de slicer et derrière de t'envoyer des coups de fusil. Et comme le retrace l'équipe dans un excellent article qui revient un petit peu sur le processus, l'évolution de Nick Kyrgios, où l'un de ses premiers entraîneurs, Andrei Boulet, dit qu'en tant que coach, tu as tendance à étudier le jeu de l'adversaire pour mettre une tactique en place. Avec Nick, ça ne servait à rien, il se fichait de qui il affrontait, ça ne le stressait pas, il croyait en ce qu'il faisait. Donc on sent quand même la confiance du bonhomme qui sait que dans un très bon jour, il est capable de battre n'importe qui avec ses armes. Et l'Australien est le premier joueur non tête de série à se qualifier dans une finale de Grand Chelem depuis Tsonga à l'Open d'Australie 2008. Et à Wimbledon, c'est depuis Philippe Poussis en 2003. Donc c'est vraiment une tradition australienne dans le Grand Chelem britannique. Au niveau de sa gestion des finales, il en a disputé 9. Il en a perdu seulement 3 à Estoril, Cincinnati et Pékin. Et 8 de ces 9 finales se sont disputées au minimum de 7. Au niveau des confrontations, Nick Kyrgios mène 2-0 contre Novak Djokovic.
il n'a jamais perdu le moindre set contre le Serbe. Les deux face-à-face ont eu lieu en 2017, donc dans la pire année du Serbe, à Acapulco et à Indian Wells. Ça a toujours été quand même des sets serrés. Ça fait 7-6, 7-5, 6-4, 7-6. Et pourtant, le Serbe était quand même au plus bas. Kyrgios aura breaké seulement 2 fois Novak Djokovic et le Serbe ne l'a jamais breaké. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. On constate que bien évidemment, Nick Kyrgios s'appuie sur son excellent service, 120 ace, 70% de première balle, 80% de réussite derrière, 54% sur sa seconde balle. Il a breaké 19 fois sur 48 occasions qu'il s'est procurées. Il a sauvé 82% des occasions de break qu'avaient ses adversaires. 67% de réussite au filet, 292 coups gagnants pour 167 fautes directes. Concernant Novak Djokovic, 50 ace, un pourcentage un petit peu plus bas quand même de première balle, 63%, une meilleure réussite, 83% sur sa première et 57% sur sa seconde balle, 40% de break convertis et il aura sauvé 61% des occasions de break que se sont procurées ses adversaires, 75% de réussite au filet, 204 coups gagnants pour 142 fautes directes. Au niveau des clés tactiques, déjà il faut parler un petit peu du contexte de cette rencontre, de la pression qu'auront les deux hommes. Nick Kyrgios a dit depuis qu'il sait qu'il est en finale, il n'a dormi qu'une heure parce qu'il a plus de jours de récupération que son adversaire, mais il a également plus de temps pour cogiter. Donc il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit qu'il avait une épaule un petit peu douloureuse contre Nakashima, ça va lui permettre de refaire du jus pour ce match, de se préparer, de reset un petit peu son état d'esprit. Et tu as l'autre école qui va te dire que c'est bien qu'il ait plus de jours de repos, mais d'un autre côté, il va avoir plus de temps pour cogiter, pour se stresser, pour se mettre la pression vis-à-vis du match qui l'attend. Et en face, Novak Djokovic, comme Alex l'a répété de nombreuses fois, il joue sa saison sur cette finale, sachant qu'il y a très peu de chances qu'on le voit disputer la saison US, d'autant plus que l'État de New York est très à cheval pour le moment par rapport au coronavirus et que ça remonte. Donc on pourrait le revoir que pour la saison indoor, pas sûr qu'il participe aux ATP Finals. Pour le moment, il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour l'Open d'Australie. Mais vraiment, pour qu'il gagne un grand chelem, c'est maintenant ou jamais. Donc vraiment, les deux hommes vont avoir beaucoup de pression dans cette rencontre, à voir comment ils rentrent dans cette finale. On se rappelle que Berrettini et Djokovic, en finale de Wimbledon 2021, avaient eu du mal tous les deux. L'Italien n'avait pas su en profiter. Kyrgios a eu du mal dans son quart de finale contre Cristian Garin où il prend 8 points d'affilée. Donc forcément, le début du match va être important. Au niveau des clés tactiques pures des deux joueurs, Kyrgios, c'est l'un des meilleurs serveurs du circuit, voire le meilleur serveur du circuit. Pourquoi ? Parce qu'il a un geste très neutre au service au niveau de son lancer de balle, ce qui fait qu'il ne donne aucune indication à son adversaire sur la zone qu'il va privilégier, un petit peu comme Roger Federer, ce qui fait que Novak Djokovic va avoir du mal à lire le service de son adversaire. Après, l'Australien il peut également s'appuyer sur une excellente seconde balle où il prend souvent des risques, mais ça lui permet également de sécuriser cette deuxième, à l'instar par exemple d'un Matteo Berrettini ou d'un Hubert Hurkacz, qui, s'ils ne passent pas leur première balle, vont ralentir un petit peu leur seconde balle, vont pas trop prendre de risques et Novak Djokovic va se régaler à la relance. Dans le jeu, l'Australien va devoir dominer la filière courte entre 0 et 4 frappes dans l'échange parce que c'est là qu'il peut faire mal à son adversaire. Novak Djokovic, forcément, va vouloir l'emmener dans de longs rallyes, ce qui va jouer en la défaveur de Nick Kyrgios par rapport à sa condition physique. Mais s'il arrive à être agressif, à dominer le point rapidement, il peut faire mal à son adversaire. Par rapport à ce qu'il va devoir mettre en place, il va devoir utiliser son slice, des balles basses pour Novak Djokovic. On sait que ce n'est pas forcément un joueur extrêmement puissant, qu'il s'appuie sur le rythme, la puissance de ses adversaires, ce qui fait que les balles très basses elles sont compliquées à réaccélérer pour lui. Et derrière, avec ces variations, Nick Kyrgios va devoir envoyer 2 ou 3 coups de fusil. On le sait capable de faire des petites balles lentes, des petits slices derrière un gros coup droit. C'est exactement ce qu'il va devoir faire, perturber le rythme de son adversaire, le perturber tout court également, parce qu'une finale, ça se gagne. Et s'il arrive à le sortir un petit peu de son match, ça peut être intéressant vis-à-vis de ce que va devoir mettre en place Nick Kyrgios. Dans le jeu, il a un très bon revers, un bon coup droit également, où il a une préparation assez courte, ce qui est idéal pour gazon où la balle arrive très rapidement et on a moins de temps pour préparer son coup droit. Après, du côté de l'Australien, sa lacune principale, c'est la relance. On l'a vu dans son match contre Daniil Medvedev à l'Open d'Australie, contre Rafael Nadal à Indian Wells. Des fois, il laisse totalement passer des jeux de service parce que lui, il marche à l'anticipation. Il n'a pas de tactique particulière qu'il met en place au retour. Ce qui fait que soit il anticipe bien, soit il n'anticipe pas et il peut facilement se prendre plusieurs jeux blancs, ce qui fait qu'il y a souvent des tie-breaks. Et contre Novak Djokovic, notamment sur sa seconde très slicée, ça peut lui poser des problèmes. Après, c'est un showman, il peut dégoupiller à tout moment. Il n'a encore jamais disputé une finale avec un tel enjeu contre un tel adversaire.
à voir dans quelle disposition mentale il arrive, comment il arrive à garder sa concentration, d'autant plus qu'il n'a pas de préparation physique tout au long de l'année. Donc du coup, plus son adversaire va l'emmener dans une filière longue, va faire durer ce match, plus ça va jouer en sa défaveur parce qu'à un moment, il sera à court de carburant. Et en face, on a Novak Djokovic qui lui est le meilleur relanceur du monde. Pour le moment, il n'a pas breaké Nick Kyrgios dans les 2 confrontations qu'ils ont disputées en 2017. Il va devoir lire le service de son adversaire, comme il l'a fait contre Van Richthofen. C'est à partir du 3e set qu'il s'est vraiment habitué à la qualité de service du néerlandais pour derrière trouver un retour très profond, très long dans les jambes de Nick Kyrgios. Et s'il arrive à annihiler cette principale arme de l'Australien, ça risque de le faire cogiter et il va plus facilement sortir de son match. Comme je te l'ai dit, il devra également utiliser son second service très slicé parce qu'il aura plein de points gratuits au service. Nick Kyrgios, encore une fois, il y a des jeux qu'il va totalement laisser couler et des fois, il va arriver à anticiper 1 ou 2 bonnes balles, il va mettre la pression sur son adversaire. Mais comme il marche à l'anticipation, au feeling, c'est très compliqué pour lui d'avoir une stratégie bien bâtie à la relance. Et enfin, il devra emmener son adversaire dans une filière longue, le pousser vraiment, faire durer ce match pour qu'à un moment, Kyrgios n'ait plus la condition optimale pour servir, pour être dans son match. Et forcément, ça sera en faveur de Novak Djokovic qui, lui, il en mange au petit-déj des matchs en 5-7, des matchs de 4 heures. C'est sa spécialité. Et là encore, il devra prendre l'avantage tout de suite en rentrant bien dans son match, ce qu'il n'a pas su faire contre Yannick Sinner et Cameron Norrie. Ou, s'il se prend un 6-2 comme contre Norrie, ça peut vite défiler face à un serveur de la trempe de Nick Kyrgios. Avant d'arriver sur mon pronostic, laisse-moi te parler de notre partenaire Betclic. Si tu n'as pas de compte chez eux et que tu souhaites regarder cette finale, je t'invite à utiliser le code promo GST en majuscule qui te donne accès à une offre de bienvenue. Si ton premier pari est perdant, tu es remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et nous, on touche une petite contribution qui nous permet de progresser de façon qualitative. Donc au niveau de ce match, c'est vrai que le scénario est très peu lisible. J'en vois 3. Soit on a un Novak Djokovic qui arrive tambour battant, qui nous fait un match comme à l'Open d'Australie 2021 contre Daniil Medvedev et un Kyrgios en face qui est un petit peu stressé, à court d'arguments, et ça fait 3-7, merci, au revoir, 21e titre en Grand Chelem pour le Serbe. Un deuxième scénario sur lequel je vais plus pencher, qui est une finale un petit peu comme Wimbledon 2021 entre Berrettini et Djokovic, avec 2 joueurs qui arrivent un petit peu stressés dans ce match, où le Serbe est un peu accroché, notamment par la qualité de service de Nick Kyrgios, et qui arrive à perdre un tie-break, donc un match en 4-7 où le Serbe finit par s'imposer. Ou le troisième scénario, on a un match dantesque avec énormément de spectacles où les 2 joueurs vraiment arrivent à trouver leur meilleur niveau et on ne sait pas ce qui peut se passer. Comme je te le disais, par rapport à mon pronostic, je vais pencher pour la seconde option, donc une victoire de Novak Djokovic en 4-7 avec un scénario un petit peu similaire de ce qu'on a eu à Wimbledon en 2021. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour cette analyse de la finale 2022 du Grand Chelem britannique. 2 mots sur nos partenaires. Le quiz tennis, ça a été créé par 2 Lillois où c'est un quiz sur le tennis avec différentes thématiques, anecdotes, palmarès. Donc c'est vraiment super pour défier tes amis, pour savoir lequel est le plus grand connaisseur. Je te laisse le lien dans la description. En plus, tu as un petit code promo qui te permet d'avoir une offre privilégiée. Donc je t'invite à aller voir ça. Et également, par rapport à ce que je porte, le t-shirt revers boisé, super marque éco-responsable qui fait une très belle gamme de textiles autour du tennis. Je te mettrai également le lien pour que tu ailles y jeter un coup d'œil. Donc voilà, je te souhaite une excellente finale. J'espère qu'on aura du beau jeu et tu retrouveras Alex qui te débriefera à chaud ce qu'il en a pensé. Et nous, on se retrouve ce dimanche à 21 h en live pour conclure la quinzaine londonienne. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.